On assiste à une destruction d'une valeur, d'une marque, et ça nous fait beaucoup de peine. Reworld est arrivé avec une réputation exécrable, installée par les pratiques qu'il avait mis en place dans tous les journaux qu'ils avaient rachetés. Mais paradoxalement, moi j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle. Moi j'ai eu le sentiment que Reworld, avec son agilité numérique, son intelligence des réseaux, sa maîtrise de la diffusion de l'information sur les nouveaux médias, était une très bonne nouvelle pour Science et Vie, une vieille dame, un vieux journal installé depuis 113 ans dans les kiosques et qui n'avait peut-être pas pris le virage numérique avec lui qui devait être au fait des technologies, puisque c'est un journal qui, depuis sa fondation, était là pour montrer comment la science bouleverse, révèle et analyse le monde. Donc je l'ai pris ça très bien. Alors, pour être précis, il reste une seule personne à la rédaction interne. Il reste d'autres journalistes au sein du journal qui s'occupent des maquettes, de l'édition, de la photo. Mais en effet, la rédaction interne écrivante, qui choisit les sujets, qui les enquête, qui les commande, on était 11 il y a encore quelques mois, il n'y en a plus qu'un. Donc en effet, il y a eu les 9 qui sont partis en mois de mars, et moi j'avais quitté le navire quelques mois plus tôt, ainsi que Mathilde Fontaise, qui était l'adjointe du journal quelques mois après. Donc dans ces conférences de rédaction, on était 11, il n'y a plus qu'une personne, donc en effet c'est un changement très violent du mode de production des informations au sein d'un journal plus que centenaire. Moi, j'ai gardé des liens d'affection avec le dernier qui reste, et je garde ma sympathie pour les collaborateurs extérieurs qui vont continuer à produire pour le mensuel papier des articles. Mais je ne peux qu'être inquiet de la façon dont l'exigence qui était l'exigence de travail, l'exigence de recherche, l'exigence de vivacité, l'exigence d'indépendance, je peux être que inquiet de par de la détérioration de cette exigence. Malgré les qualités de ceux qui restent, je pense que les conditions ne sont plus réunies pour qu'ils fassent un travail qui est à la hauteur des légitimes attentes des lecteurs avec qui il s'agit que tout journal noue un contrat de confiance. Vous êtes indépendant et vous travaillez. C'est les deux choses de base que le lecteur est en droit de demander aux journalistes. Et nous, on avait une éthique, c'était pas moins de 100-150 chercheurs interrogés par mois. Je pense qu'ils n'auront plus les moyens d'être dans cette exigence et que le lecteur ressentira une rupture du contrat tacite qui est signée entre tout acheteur d'un journal et la rédaction qu'il produit. Moi, personnellement, ça a eu lieu fin août 2020, quand ils m'ont annoncé de façon sèche et un peu brutale que je n'avais plus j'avais plus la maîtrise éditoriale des productions sur le site Science et Vie. Le site de Science et Vie, c'est la vitrine de la marque, qui évidemment se déploie sur des chaînes de télé, c'est assez indépendamment de nous, mais on a une maîtrise éditoriale du mensuel avant tout. Donc la maîtrise éditoriale était un casus belli, qu'il retire à la rédaction dont j'étais le directeur. La maîtrise éditoriale des contenus sur le site a été le moment de rupture, sachant que leur réponse défavorable à mes demandes de moyens, parce que produire de l'information ça coûte cher, et par rapport aux engagements de moyens qu'ils avaient formulés lorsque on était reparti avec Reworld et que j'avais l'espoir naïf de me dire que ce mariage allait être merveilleux pour Reworld et pour Science et Vie. Donc ce contrat de moyens n'était plus non plus respecté. Donc il y a eu deux raisons, l'indépendance de la rédaction sur la production de contenu et les moyens qu'a la rédaction pour produire ces contenus. Sur ces deux sujets, fin août 2020, ils m'ont donné une réponse brutale, où au bout de quelques secondes, on a convenu que pour moi, ce ne serait pas acceptable de travailler sans les moyens et de travailler sans indépendance.
Donc ça a été très vite, quelques semaines après, j'étais parti. Après 21 ans de service qui, s'ils ne furent pas toujours talentueux, furent en tout cas toujours loyaux. Ben oui, mais je pense que j'ai pas été à la hauteur de ce que la rédaction attendait de moi, c'est-à-dire réussir à nouer avec l'actionnaire un nouveau contrat. Et je pense qu'on aurait pu réinventer la façon dont Science & Vie investissait le web, porté par l'intelligence numérique aiguë des services de Reworld, qui ont démontré pendant les quelques mois avec qui j'ai travaillé qu'ils étaient très forts là où les anciens actionnaires avaient pas été aussi imaginatifs, puissants, intelligents. Donc oui, mon regret, c'est que ce mariage a mené à un divorce, parce que ce mariage aurait dû faire de magnifiques enfants. Ben, je pense qu'il va y avoir une énorme variété de modèles qui sont en train de se mettre en place après une tourmente qui a duré quelques décennies sur la presse magazine entre les années 80-90 où il y avait encore l'espoir d'une presse triomphante qui était d'une rentabilité très très forte, et les années 2000-2010 qui ont vu amener en particulier avec Internet une remise en cause des piliers de la presse magazine, c'est-à-dire de la publicité, de la distribution en kiosque et des abonnements, chacun pour des raisons différentes. En tout cas, les modèles de la presse magazine qui ont eu cours pendant les années 80-90 se sont écroulés dans les années 2000-2010. Et on est une période fascinante, intéressante, avec pleine d'opportunités, où il y a plein de nouveaux modèles qui arrivent. Reworld en propose un, avec sa radicalité. On a été en accord de désaccord avec Reworld pour dire, moi je ne m'engagerai pas dans ce modèle. Est-ce que ce modèle est viable? Je ne suis pas un spécialiste de l'affaire. Si j'avais de l'argent, je ne mettrais pas ça chez Reworld. Je ne pense pas que ce soit viable, mais je ne suis pas un conseiller pour investir en bourse, ce qui est quand même l'objet de Reworld, c'est que les investisseurs en bourse aient la confiance. Moi, j'aurais de l'argent, je ne mettrais pas. Je pense qu'il existe des modèles rentables de production d'une presse exigeante qui noue avec le lecteur un contrat de confiance. Je pense que cette information, elle doit être payante. Je pense que le lecteur, après avoir été pris lui-même dans la tourmente des années 2000-2010 où l'information gratuite était normale, il est en train de se dire que non, en fait, une information gratuite est peut-être malsaine. Le consommateur est très éveillé à la malbouffe. Il sait que s'il mange mal, il va avoir des problèmes de santé. C'est maintenant distillé après les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, tout le monde le sait qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est une question d'hygiène. Il faut faire attention à ce qu'on lit. C'est une question d'hygiène. Je pense que la malinformation est en train de s'installer aussi dans les mentalités, dans les convictions et dans les pratiques. Et je pense que ça va déboucher, comme pour l'alimentation, à une plus grande exigence du consommateur, lecteur, citoyen, qui mange et qui lit, qui mange et qui regarde les médias, enfin qui consomme. Et ce qu'on met dans son ventre, ce qu'on met dans la tête, il faut avoir une hygiène. Et que ça coûte un peu. Il faut prendre. Et donc, je pense que le lecteur est prêt à payer plus que dans les 2 dernières décennies pour une information avec qui il a confiance. Trump, pour l'instant, ça fait beaucoup de bien au journalisme, parce qu'il a montré de façon théâtrale que l'information est quelque chose qui peut être dévié, qui peut être dévié de façon malhonnête, et que l'information est un bien commun. Ça coûte cher et il faut que le lecteur la paye. C'est une garantie de qualité. Science & Vie est propriété de Reworld Media. Science & Vie, c'est une marque qui n'appartient pas qu'à son actionnaire, ça appartient à ses lecteurs. Beaucoup de gens ont au fond de leur placard ou sur leur table de chevet ou dans leur boîte à lettres, ou en tout cas, il y en a de cet attachement à Science & Vie, il appartient pas à Reworld, il appartient à chacun de ses lecteurs. Et cette chose-là, ça appartient au patrimoine national, cette chose-là perdurera. La propension de Science & Vie à continuer à nourrir l'imaginaire du lecteur, s'ils changent drastiquement leur politique, oui, ça peut revenir. Je ne crois pas qu'ils soient du tout prêts à changer leur politique. Donc je pense en effet que je suis très inquiet pour l'avenir de la marque. Ouais.